Quand j'ai commencé il y a 8 ans, on me disait il y a Thibaut InShape, il a déjà 1 million d'abonnés, qu'est-ce que tu vas faire des vidéos sur le fitness et l'entraînement et la santé, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, Thibaut, il est toujours aussi successful, mais il y a encore de la place pour un Antoine Fonbonne, pour un Major Mouvement, pour tout un tas de gens qui ont faim, qui ont envie de faire des trucs, qui ont des idées, des connaissances à partager et des trucs à raconter, tu vois. Je pense qu'il y a une partie du génie de la création qui tient au fait de faire les trucs qui te passionnent et que tu as envie de faire. Ce que je peux apporter de mieux à la fois aux gens qui m'aiment et à la fois aux gens qui me suivent et aux gens de ma communauté, c'est le mieux de ce que je peux être en fait. C'est ma version de moi-même à 100%, de réussir de toutes les façons qui soient, du moment que tu fais des trucs qui sont alignés avec qui t'es, que t'aimes faire et que tu te forces pas pour rentrer dans un moule qui correspond pas à la personne que t'es, parce que forcément tu vas te déformer, tu vas être malheureux. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Dans la sauce directe. Salut, c'est Antoine. Avant de commencer cette interview, je t'annonce que je t'ai préparé une mini formation gratuite qui s'appelle Comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à des milliers d'exemplaires. C'est une formation de 56 minutes pour les coachs, les développeurs, les freelances, les formateurs. Si tu cherches un moyen d'arrêter de vendre ton temps et de t'affranchir des règles du salariat, cette formation va t'aider à te mettre sur les rails et à te lancer. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Il te suffit d'entrer ton mail et je te l'envoie tout de suite. Je te laisse pour l'interview. Et bon, aujourd'hui, on reçoit Antoine Fonbonne. Antoine Fonbonne, youtubeur qui parle de musculation, de sport, de santé. On a fait des vidéos ensemble il y a très longtemps, à l'époque où on se lançait tous les deux sur YouTube. Finalement, ça va être autour de 2015-2016. On s'est lancé à peu près en même temps. On a une chaîne qui fait à peu près la même taille, t'as 184 000 abonnés, moi je dois pas être très loin. J'ai vu que t'avais posté 637 vidéos, donc pareil, très prolifique, t'as fait beaucoup de choses, t'es là depuis longtemps, t'as dû avoir pas mal de découvertes aussi pendant tout ce temps. On va en parler aujourd'hui, notamment de YouTube et de ce qui a changé sur YouTube, de ce qui a évolué, de ce que t'as découvert pendant toutes ces années. Mais avant, je voulais commencer par une question très basique, mais qui est importante parce que ça permet aux gens de comprendre très facilement et concrètement ce que tu fais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Dans la sauce directe. Alors, j'avais un compte OnlyFans, mais je gagne de l'argent de plusieurs façons, mais la principale façon, c'est en formant des gens. J'ai créé en 2017 avec mon meilleur ami Nevin une formation pour les coachs et pour les passionnés d'entraînement. C'est une formation en entraînement et nutrition qui s'appelle la formation Bayesian France. Et ça, on a énormément développé la formation et maintenant on a des élèves dans toute la France et dans toute la francophonie. Et ça, c'est notre source de revenus principale. Donc on forme ces élèves pendant des formations qui durent quasiment 1 an maintenant, parce qu'on a développé le contenu au fur et à mesure des différentes promos. Et on arrive bientôt à la 10e promo, donc c'est une belle aventure entrepreneuriale. Ça a été un boulot, que vous imaginez évidemment, mais incroyable. Mais ça a été un travail passionnant parce que ça réunit toutes les passions que j'avais à la fois sur l'entraînement, la nutrition évidemment, mais aussi sur l'écriture, aussi sur la traduction, parce que tout le contenu de la formation on l'a adapté en le traduisant d'une formation qui a été créée à l'origine par un Hollandais qui s'appelle Menno Henselman, qui est un grand théoricien de l'entraînement et un grand préparateur physique, chercheur aussi. Et donc il y a tout ce côté traduction, adaptation et aussi évidemment pour vendre la formation, trouver des nouveaux élèves, etc. Marketing, publicité, qui sont des skills que j'ai dû développer sur le tas, clairement, et obtenir. Ça, c'est ma première source de revenus. Le reste, c'est de l'influence marketing, des partenariats avec des marques, du sponsoring. J'ai la chance d'être accompagné dans toutes mes démarches, dans mes compétitions sportives, etc. par Bulk, notamment, qui est une marque de compléments alimentaires depuis 2019. Et ils me suivent super fidèlement et ils appuient tous mes défis, tous mes challenges, etc. Et ils me back up sur tout ça, donc c'est vraiment génial. Et le reste, c'est un peu le commun de tous les gens qui sont, je pense, entrepreneurs depuis un petit moment. C'est des interventions dans des écoles, des facs, des formations ponctuelles à gauche à droite, des petites conférences. C'est vraiment du happening où on m'appelle quelques semaines ou quelques mois avant pour venir faire une intervention, etc. C'est un truc que j'aime bien parce que généralement c'est cool, ça permet de voir des gens dans la vraie vie, d'aller rencontrer des élèves. Je vais former des élèves dans des PPGEPS, dans des écoles de coach, etc. Et c'est très cool de rester au contact de comment se font les choses et comment la connaissance se transmet.
mais c'est clairement pas une grosse partie de mes revenus. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près bon pour les différentes sources. Il m'arrive de vendre des fringues sur Vinted, mais maintenant que c'est taxé, ça doit faire peut-être 300 € par an max, donc c'est clairement pas un business. Mais à moins que j'en oublie, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. C'est intéressant parce que les créateurs, généralement, quand ils se lancent, ils choisissent un peu leur team. Est-ce que je vais être la team gros créateur de contenu qui essaie d'avoir un maximum d'audience et de gagner sa vie avec des partenariats, ou est-ce que je rentre dans la team plutôt petit créateur de contenu qui essaie d'avoir une audience bien ciblée et qui gagne sa vie en vendant des produits, en vendant des formations, du coaching, des services? Toi, tu as créé un modèle en fait hybride. Tu fais partie finalement des rares créateurs à avoir un modèle hybride, c'est-à-dire que tu fais les deux. Qu'est-ce qui t'encourage à faire les deux et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te poses pas et tu te dis pas ok, ce modèle, il m'intéresse plus, je vais faire all-in dessus? En fait, tu sais, j'ai une phrase dans un coin de ma tête depuis toujours qui est choisir, c'est renoncer. Et vraiment, je sais, alors je pense que je suis trop vieux pour que vous ayez la ref, mais quand j'étais petit, je matais un truc qui s'appelle Le Caméléon sur la 6. C'était la trilogie du samedi, ça passait avec Buffy contre les vampires et tous ces trucs-là. Je parle de ça, c'est genre 98-99, donc il y a probablement plein de gens dans votre communauté qui n'auront pas du tout la ref. Mais Le Caméléon, c'était le trailer, c'était un génie qui peut prendre n'importe quelle apparence. Et en gros, c'était un enfant surdoué kidnappé par une entité de la CIA qui était formé à tout savoir faire et qui ensuite s'échappait et se débrouiller dans sa vie pour faire à chaque fois un nouveau métier, un truc souvent hyper qui demandait des skills incroyables, mais il apprenait un peu comme le personnage de Attrape-moi si tu peux ou Arrête-moi si tu peux, je sais même pas, c'est Catch Me If You Can, donc ça doit être Attrape-moi si tu peux de Leonardo DiCaprio, où tu vois il est passionné par un truc, il a un focus d'un coup, il s'intéresse à la médecine, il va bouffer tout ce qu'il y a sur la médecine ou la chirurgie et boum, il devient interne en médecine. À un moment il se fait choper sale saoul, boum, il devient pilote de la Paname, etc. J'avais un peu ce fantasme étant gamin de pas me mettre de barrières, de pas me mettre de limites, de pouvoir tout faire. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps parce que ne voulant pas décider ou ne voulant pas contraindre le champ de mes possibles, au fur et à mesure que j'avançais dans une voie spécifique, j'ai toujours eu à cœur, peut-être par peur de me voir me fermer des portes ou de regretter de pas avoir investigué un champ spécifique et de me rendre compte que je pouvais plus y aller et plus faire marche arrière. J'ai toujours essayé de me laisser le plus d'options possible. J'ai passé un bac S européenne, option anglais, pour ensuite me dire ok, qu'est-ce que je fais? J'avais envie de partir en médecine, mais je me suis dit si je pars en médecine, je vais voir que des gens qui sont malades, que des gens qui sont en souffrance, et tout le reste du côté des voyages, d'apprendre des langues, etc. Ça me servira jamais à rien. Donc est-ce que je suis pas en train de me restreindre? C'est peut-être pas la meilleure option. Et dans mon parcours, j'ai fait ça sans arrêt. J'ai fait une classe prépa, un truc BL, genre lettres et sciences sociales super large. J'ai fait le CELSA, qui est une école de communication, qui est un truc super large. J'ai fait au sein du CELSA le magistère de communication pour avoir à chaque fois le plus d'options possibles et ne rien me fermer. Et en fait, c'est dans mon profil, c'est dans ma personnalité. Je suis un immense curieux, je m'intéresse à plein de trucs, mais en même temps, je peux me lasser vite quand les choses commencent à me saouler. Et je pense que tous les trois, on est sans doute un peu pareil sur certains de ces points-là. Et du coup, poncer un seul domaine pendant 10, 15, 20 ans, ça me convient pas de fait parce que souvent j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouvelles formes de stimulation ou de m'adapter à certains niveaux de fonctionnement qui sont nouveaux. Ça tient aussi sans doute au fait que mon père était militaire et que quand j'étais gosse, j'ai déménagé tous les 2 ans parce que quand on a un père officier, on bouge de ville en ville au gré de l'évolution des commandements. Et en fait, j'ai appris, c'est dans ma nature de me réinventer et de m'adapter sans arrêt. Donc je suis plutôt à l'aise là-dedans et plutôt bon pour ça. Paradoxalement, il y a dans chaque domaine des choses que j'investigue des gens qui vont être bien meilleurs que moi assez vite parce qu'ils sont capables de focus sur un seul truc, de se dire ah ça j'aime bien, puis je suis bon dedans et puis je suis confortable et puis en fait ça me le rend bien donc j'y vais marche avant d'availle sans se poser de questions sur toutes les autres possibilités et en fait ils arrivent forcément à des résultats qui sont assez intéressants là où moi je suis relativement à l'aise partout et probablement excellent nulle part mais c'est le trade-off. Donc en fait c'est pas un choix, c'est marrant que tu l'aies souligné, c'est plus mon fonctionnement par défaut dans tout en fait. Tu vois, le fait de prendre des cours de thaï, de parler russe, d'aller bosser au Kazakhstan, j'ai une vie qui ressemble à rien parce que j'ai fait 1 milliard de trucs différents. Mais en même temps, c'est ce que j'aime et j'ai pas envie de savoir où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça m'effraie pas, ça m'excite et ça me stimule de me dire que j'ai toutes ces cartes-là. Et tu vois, les parcours de vie de mecs qui bossent dans la finance jusqu'à 50 ans et qui ensuite se réinventent complètement et montent des écologes en Lozère ou je sais pas quoi et changent complètement du tout au tout de vie. Moi, c'est des trucs qui me plaisent et je sais que je sais pas maintenant, tu vois, où sera le Antoine à 40, 50, 60, 70 ans.
et ça me fait kiffer. Donc c'est plus un résultat de ma personnalité plutôt qu'un choix conscient de j'ai un business model mixte, je vais à la fois targeter des trucs de gros créateurs de contenu et à la fois des trucs de petits créateurs nichés spécialisés, parce que j'ai toujours pas envie de choisir et que je pense que j'aurais jamais envie en fait. Et tu vois, il y a un truc qu'on dit pas, mais tous ceux qui disent aussi il faut se concentrer dans un truc, ce qu'il faut oublier de dire, c'est que souvent ils ont pas d'autres opportunités en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pas les marques qui viennent les voir, ils ont pas les partenariats. Et tu sais, il y a beaucoup de créateurs qui peuvent avoir un discours sur voilà, il faut pas se diversifier, il faut se concentrer. Mais tu regardes leur boîte email, en fait, il y a pas les partenariats qui viennent quoi. Donc ça, il faut aussi le rappeler, tu vois. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors maintenant que vous avez les deux, Antoine, tu parles de moi là en fait, parce exactement. Parce que moi on me propose pas du tout de partenariat. Mais non, je trouve ça intéressant. En fait, il y a aussi un truc qui m'intéresse, c'est que tu t'es lancé, t'as quand même fait un choix. À un moment, c'est celui de te lancer dans la thématique du sport, de la santé, qui est une grosse thématique sur Internet, qui commence peut-être à être saturée, j'en sais rien. En tout cas, il y a des gros créateurs de contenu dessus qui ont carrément tellement explosé la thématique que maintenant, c'est des créateurs mainstream. Évidemment, on pense à Thibaut InShape que tu as interviewé il y a pas longtemps, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui et qui a envie de se lancer dans cette thématique-là, de se lancer dedans, ou est-ce que tu lui dirais, mec ou meuf, n'essaye même pas, c'est trop difficile? Bah, je vais me souvenir du conseil que tu m'as donné il y a 8 ans, la première fois qu'on a fait des vidéos ensemble, où tu m'as dit, mais un marché n'est jamais saturé à partir du moment où tu apportes une vraie valeur ajoutée. Et tu vois, quand j'ai commencé il y a 8 ans, on me disait, bah, il y a Thibaut InShape, il a déjà 1 million d'abonnés, qu'est-ce que tu vas faire des vidéos sur le fitness et l'entraînement et la santé, ça a pas de sens. Et aujourd'hui, bah ouais, Thibaut, il est toujours aussi successful, il continue à grinder, il a 15 ou 16 millions d'abonnés, mais il y a encore de la place pour un Antoine Fonbonne, pour un Major Mouvement, pour tout un tas de gens qui ont faim, qui ont envie de faire des trucs, qui ont des idées, des connaissances à partager et des trucs à raconter, tu vois. Donc je sais pas si on arrive à une saturation progressive de cette niche-là ou de ce marché-là. Sans doute. La vérité, c'est que c'est de plus en plus difficile d'émerger, de se faire une place. Peut-être, il y a de plus en plus de concurrence en vrai. Mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je pense que si tu as une personnalité ou une proposition de valeur spécifique, un peu le unique selling proposition en marketing, où t'as un truc qui est très différenciant, qui résout un problème que les gens ont, etc. On est suffisamment maintenant méfiant et distant vis-à-vis des marques et des institutions, et de plus en plus apte et aussi enclin à écouter des individus en qui on a confiance, pour qu'il y ait en fait la capacité pour de multiples individus sur tous ces segments-là, pour arriver à gagner la confiance d'une audience en étant droit dans leurs bottes, en assumant ses valeurs de A à Z pendant tout son parcours entrepreneurial, et arriver à avancer de la meilleure façon qui soit, je pense. Après, j'ai clairement pas fait ce choix parce que je voulais être explosé de thunes et que le but du jeu, c'était de me choisir le créneau le plus judicieux pour monter un business qui cartonne et être millionnaire. Moi, j'ai fait ça parce que je suis passionné d'entraînement, de nutrition, de santé. J'ai une curiosité intellectuelle pour toutes ces thématiques qui est virtuellement infinie. Et le but, c'était pas de gagner le plus d'argent possible en choisissant la meilleure strat. Le but, c'était d'être heureux en faisant ce que je fais, d'être libre et de pouvoir me dire tous les matins, putain, ce matin, je vais tourner, je sais pas, je vais faire une vidéo avec Antoine BM, je vais tourner une vidéo avec je sais pas quoi, je vais interviewer tel sportif, je vais aller, je suis invité au Stade Français pour aller me faire marcher dessus par une équipe de rugby et voir comment ils gèrent leur prépa physique. Eh ben, c'est trop stylé, allons-y. Et si ça me permet, en plus d'en vivre, de payer la bouffe et l'école des enfants que j'aurais peut-être jamais, d'être heureux et de voyager de temps en temps, bah c'est tout en fait. Et tu vois, c'est bête, mais j'ai toujours cette dualité de ouais, mais faire du business c'est bien, ouais, mais faire de l'argent c'est bien, se mettre à l'abri et tout. Et en fait, sans arrêt, je le remets en question. Avec, tu vois, la base de philosophie stoïcienne que j'ai depuis toujours, qui est est-ce que c'est vraiment une valeur importante? Est-ce que vouloir gagner le plus d'argent possible au détriment de tout le reste, c'est la chose la plus importante qui soit? Est-ce que finalement, tu sais, avec cette courbe de quand t'atteins les 70-80 000 euros par an, au final, au-dessus, ça ne compte absolument plus. Et en fait, t'es en train de te fourvoyer si tu penses que tu dois poursuivre un bien-être et une sécurité matérielle supplémentaire pour être davantage heureux. Et tu vois, j'ai gagné beaucoup d'argent dans les 6, 7, 10 dernières années.
je me suis acheté des trucs que j'aurais jamais pu penser me payer quand j'avais 15-20 ans. J'ai fait ces expériences-là. Je suis allé dans des hôtels stylés. J'ai été dans des pays incroyables. J'ai voyagé dans des trucs complètement fous. J'ai pété les plombs en me disant, tiens, vas-y, je prends un billet pour tel endroit dans le monde et j'y vais. 2 jours après, j'y suis, etc. Et en fait, j'ai vu ça et j'ai vu à quel point ça améliore pas forcément ta vie, ton bien-être profond et le bonheur que t'as et la personne que t'es et la satisfaction que t'as de mener ton parcours dans cette vie. Et je crois que j'ai compris que ce serait jamais pour moi, en fait. Pour autant que j'admire les mecs qui cartonnent dans ce qu'ils font, des Elon Musk, j'en sais rien, des Joe Rogan, des grands capitaines d'industrie, des immenses créateurs de contenu qui font des trucs incroyables, etc. Je crois que j'ai pas la vanité de me dire j'ai envie qu'on se souvienne de mon nom et faire les trucs le plus retentissant possible et faire triompher mon ego, et que j'ai pas non plus l'espèce d'insécurité brûlante de il faut que je gagne plus de thunes, il faut que je me mette à l'abri absolument, etc. Et donc, ça me pousse simplement à poursuivre les trucs que je pense être le plus aligné avec mes valeurs possibles, c'est-à-dire pas faire de l'argent à tout prix, mais potentiellement dégager du profit quand j'arrive à monter des trucs qui en valent la peine et qui amènent de la valeur ajoutée aux gens, et surtout me faire plaisir, faire des trucs que j'aime. Tu vois, si j'accepte encore d'aller faire parfois des conférences gratos pour certains potes qui dirigent des écoles, des PPGEPS, des formations de coach ou n'importe quel genre de truc, de mastermind, etc., c'est parce que ça me fait plaisir et que j'aime partager avec les gens, j'aime apporter un regard critique, j'aime questionner la façon dont les gens construisent leurs connaissances et leur vision du monde, etc. Et je vise pas une rentabilité absolue et permanente de A à Z sur tout ce que je fais parce que j'aime pas ça, en fait. C'est pas ma façon de fonctionner. Et du coup, toute ta question de la strat, le segment, est-ce que c'est pas trop niché, est-ce que c'est pas trop saturé, etc. Si, peut-être. Si un jour ça devient impossible de faire des trucs qui me plaisent en survivant, tu vois, en arrivant à avoir un mode de vie qui me convient et qui me rend heureux, je changerai. J'ai la chance d'avoir encore plein de cordes à mon arc et de continuer à les développer, tu vois. Cette année, je reçois une formation sur la prépa physique. Je me tape des allers-retours à Dijon pour aller passer un diplôme dont j'ai pas besoin, clairement, pour émerger sur mon marché ou me poser comme la référence en France de la prépa physique ou du coaching, etc. C'est juste par curiosité intellectuelle parce que j'ai envie de continuer à progresser, à devenir meilleur et que ça m'intéresse. Et le jour où je pourrai plus le faire, où ce sera complètement saturé, où ce sera plus possible d'arriver à vivre de ça, etc., bah, je ferai autre chose. Mais honnêtement, je pense que tout ça se développe à une telle vitesse, tu vois. Quand on a créé, Antoine, toi et moi, nos chaînes YouTube il y a un peu moins de 10 ans, moi, j'aurais jamais pensé honnêtement pouvoir en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et tu vois, je remercie... C'était quoi ton ambition de l'époque quand t'as commencé? C'était vraiment ça, c'est drôle, mais j'ai retrouvé un... Je sais pas si je l'ai encore, je vais regarder, mais j'ai trouvé une note. En fait, j'avais matérialisé ces ambitions et ces rêves-là en me faisant une petite note des trucs que je voulais accomplir dans ma vie et surtout de comment je voulais guider avec des objectifs les trucs que je voulais atteindre. Ouais, je l'ai. Elle est là. Et c'est une liste. Et la liste, elle date du 18 septembre 2015. Donc c'est avant de lancer ma chaîne YouTube et ça fait bientôt 10 ans. Ça commence par but, me lever le matin avec un désir d'accomplissement énorme, trouver ou créer une situation qui me permette de m'accomplir sur tous les plans et d'être heureux. Tu vois? Et donc et après je l'ai développé, tu vois, idéalement ça doit permettre de m'amener à donc tu vois, me stimuler intellectuellement, tu vois, même l'ordre des priorités, me stimuler intellectuellement, parler plusieurs langues, acquérir une expertise et être reconnu et recherché éventuellement pour ça. Écrire, publier ou transmettre d'une façon ou d'une autre, me permettre de garder ou développer mon physique et mes capacités athlétiques. Ça, c'est toujours quelque part dans coin de ma tête. Tu vois, voyager pour le boulot, valoriser mon image. Alors à l'époque, j'étais dans les délires de mannequinat, machin, faire de l'acting, etc. Donc, je l'avais mis sur la liste, même si c'est un truc que j'ai moins développé. Et tu vois, il y a un côté argent, gagner suffisamment pour, bah voilà, m'offrir une belle situation, belle maison, belles vacances, éducation de mes gosses, loisirs, resto, découvertes et expériences de vie. Et ensuite, il y a exploiter mon potentiel pleinement, apprendre et m'améliorer sans cesse, vivre pour moi sans aucun regret, vivre une vie active, dynamique, pleine de sens et prendre des risques, laisser une trace, transmission. Et tout coché. Tout coché et rien coché parce que c'est que des objectifs dynamiques en fait. Et je pense que j'ai eu la clairvoyance, je sais pas, mais la bonne idée de pas me dire je veux faire 1 million, je veux 120 kilos développé couché, je veux courir le 100 mètres en 12 secondes, je veux 1 million d'abonnés sur YouTube, etc. Parce qu'en fait... même si j'étais dans cette dynamique de ok, on va passer des milestones et c'est le signe de la progression et ça va ancrer la dynamique et ça va me prouver à moi-même que je suis la bonne direction et que je vais vers l'avant. Tu vois, quand j'ai atteint les 100 000 abonnés sur YouTube,
c'est un truc pour lequel j'avais charbonné. À un moment, je m'étais dit, vas-y, je me mets en all-in. En 2017, j'ai fait une vidéo par jour pendant 90 jours. Je me suis dit, ok, on va balancer de la fréquence, de la valeur ajoutée, du contenu, etc. Ça avait bien marché et tout. Et quand j'ai atteint ça fin 2018, j'ai eu évidemment un sentiment d'euphorie, comme quand tu dépasses n'importe quel milestone. Tu te dis, waouh, putain, on l'a fait, quoi. On est 100 000, c'est incroyable. J'ai réussi à me mettre derrière mes paroles et mes ambitions et à assumer la personne que j'étais et le désir que j'avais dans cette vie. Et je l'ai fait, c'est trop stylé. Et en fait, 2-3 semaines après, un mois après, j'ai pris une gigantesque claque où je me suis dit, mais ça change rien en fait. Enfin, déjà, juste, t'as réussi à réunir des gens sur une plateforme, c'est génial. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui ont confiance en toi. Mais déjà, tu peux pas arriver à évaluer ou à quantifier ta valeur au nombre de gens qui te suivent. Parce que sinon, n'importe quel débile qui fait une vidéo virale sur YouTube en montrant ses fesses ou sur TikTok et qui fait 15 millions de vues, bah, potentiellement, il a plus de valeur que toi et c'est pas le cas. Et potentiellement, tu peux dire des trucs extrêmement intelligents à une toute petite audience ou dans une salle de classe ou avoir un impact sur la vie d'un pote qui fait une dépression et le tirer de là ou arriver à le sortir d'une période sombre ou à aider un proche à toi qui va pas bien, etc. Et ce sera peut-être une personne et ce sera peut-être la meilleure chose que tu as faite par rapport à toutes les conneries que tu aurais pu raconter sur YouTube pour avoir 100 000 abonnés. Et en fait, j'ai pris une grosse claque de désillusion en me rendant compte que c'est pas ça qui allait me rendre heureux. Et que ça servait à rien de s'aveugler à essayer de poursuivre le milestone des 200 000 et des 300 et des 500 et des 1 million, etc. Parce que oui, c'était un petit coup de pouce de la vie en mode, c'est bien, t'es dans la bonne direction, continue. Comme quand t'as des bonnes notes à l'école, mais avoir des bonnes notes à l'école, c'est pas une fin en soi. Apprendre, se former, progresser dans la vie et s'enrichir d'approches et améliorer son esprit critique pour aller dans une direction qui nous plaît, c'est plus important que d'avoir que des 18 sur 20 au lieu de 14 sur 20, tu vois. Et en fait, ça m'a mis un gros cycle de remise en question. J'ai freiné clairement mon développement, ma course au contenu, ma course à la notoriété sur YouTube et sur les réseaux, parce que je me suis dit, mais à quoi bon? En fait, comme l'argent. Quand j'ai atteint un palier de, ok, je peux me payer des montres à 20 000 euros, ok, je peux prendre des billets d'avion pour partir dans des endroits exotiques incroyables et payer 1000 balles pour vivre une semaine juste parce que ça me fait kiffer. Bah maintenant, on fait quoi en fait? Et une fois que j'ai atteint ça, je me suis dit, en fait, le bonheur, il est pas là. Et le bonheur, il est pas dans la destination. C'est super cliché, en fait, mais je pense que j'avais vraiment besoin de le vivre et d'atteindre cette réussite-là, qui est une réussite toute relative. Il y a des mecs qui pourraient penser que 100 000 ou 180 000 abonnés sur YouTube, c'est pas intéressant, que gagner, 200 000 euros dans une année, ça a pas de sens. Et moi, j'ai eu besoin de l'atteindre pour m'en rendre compte, le comprendre et comprendre à quel point j'étais pas cette personne-là. J'étais pas un mec qui court après les abonnés. J'étais pas un mec qui peut se satisfaire de courir après l'argent et que si je le faisais en me disant, ah, mais si, c'est bien. Allez, pareil, il faut courir après les meufs, sortir avec le plus de mannequins possible. Enfin, tout un tas d'objectifs que plein de gens autour de moi avaient dans un coin de leur tête et collectionner les voitures de luxe et faire ci, faire ça. Et en fait, après l'avoir fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et si je continue à m'aveugler là-dedans, je vais finir triste et peut-être seul, et je vais m'abîmer en fait. Je vais courir après les mauvais trucs, et si ça se trouve, je vais choper un cancer à 28 ans, et je vais me dire, bah tu vois, en fait, t'as fait tout ça pour rien. Et je dis pas que j'ai trouvé la solution, je dis pas que je sais exactement ce qui va me rendre heureux et tout, parce que je pense que c'est une dynamique complexe, et c'est surtout une quête, plus qu'une question à laquelle il faut apporter une solution. Mais je suis en tout cas content aujourd'hui d'arriver à comprendre que mon bonheur, il est dans la dynamique, dans le fait d'avancer, dans le fait de se développer, de faire tout ce que je fais. Et je suis beaucoup plus satisfait et reconnaissant des trucs qui se passent au quotidien. Alors qu'avant, j'étais tête dans le guidon et que les événements qui se passaient, c'était cool, mais c'était que des milestones qui passaient direct dans mon rétroviseur pour atteindre un truc juste après. Et en fait, là, j'apprends à respirer, à prendre du temps, à me poser et à me dire, en fait, la récompense, c'est ça. C'est chaque minute de ta vie, c'est chaque journée où tu es heureux, c'est chaque moment où tu vois un sourire sur le visage de ta meuf ou le visage de tes amis ou un membre de ta famille, ou que tu as un abonné qui te remercie d'un truc, ou que tu as des gens qui te croisent dans la rue, au resto ou à la salle pour te dire que tu as changé leur vie, etc. Et c'est super cliché, mais en fait, je voyais pas ça. C'est-à-dire que je voyais ça comme des petits checks, des petits trucs de validation en mode, ah bah c'est bien, la vie t'envoie vas-y, t'as compris, t'avances, c'est bien, ça va dans la bonne direction, mais pour arriver à toujours débloquer un stage après, un step ultérieur, arriver à monter des paliers, mais pour aller où en fait? Et tu vois, en 2021, je crois, je suis parti à Dubaï parce que je me disais, là-bas, il y a peut-être une réponse, il y a des mecs qui sont ultra successful dans le business, j'ai peut-être plein de trucs à apprendre et tout. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, waouh, mais en fait, non, en fait, c'est pas moi, ça. En fait, les mecs qui courent après des Lamborghini pour arriver en jogging Nike à la salle dans des voitures à 2 millions d'euros, bah, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça les rend plus heureux? Bah non, les mecs, la plupart, ils sont pétés aux stéroïdes parce que ils ont toujours un complexe d'infériorité il faut que je sois plus, il faut que je sois plus riche, plus musclé, plus famous, mieux entouré, plus reconnu, etc.
Et en fait, en 3 semaines à Dubaï, j'ai compris que ce serait jamais ma quête et que ça allait pas ça allait peut-être me remplir, mais ça allait pas me combler, en fait. Et que la plupart des mecs que je voyais, il y a des mecs qui sont heureux là-bas et des nanas qui font du business et qui ont trouvé leur équilibre et ça leur convient et tout. Moi, c'est pas mon modèle. Moi, c'est pas ça ma vie. Ce sera pas ça mon ambition. C'est pas la trace que j'ai envie de laisser dans le monde. C'est pas le message que j'ai envie de renvoyer et c'est pas la personne que je suis. Donc, je suis content d'avoir vécu toutes ces petites expériences dans mon parcours pour me rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que je cherche. Et en vrai, maintenant, la maison que j'ai et le véhicule de vie que j'ai et la façon dont j'avance, c'est pas la façon la plus rapide, c'est pas la façon la plus successful. Je suis pas le mec à écouter absolument si tu veux être un entrepreneur à succès et développer des business qui font des millions, etc. Mais juste, j'ai l'équilibre de vie dont j'ai toujours rêvé et ça fait des années que je l'ai et je me rendais pas compte au début et maintenant j'en ai pris conscience. Et je sais qu'il est fragile, je sais qu'il est instable, je sais que potentiellement demain je peux perdre un gros sponsor, on peut m'appeler pour me dire en fait voilà, ton contenu il est plus si ouf que ça, finalement la team d'athlètes on l'a réduit ou le marché français il se casse un peu la gueule donc du coup on va reprendre nos budgets, etc. Il va falloir que tu trouves une autre équipe ou que tu fasses autre chose, etc. Et je sais que je suis à la merci de plein de trucs qui sont structurels dans notre évolution sur les réseaux, dans l'influence marketing, dans la façon dont on fait du business, dans la façon dont les gens consomment des formations sur internet, etc. Et c'est la vie que j'aime mener, elle me rend heureux et je les changerai pour rien au monde. Amen. Tu vois, c'est important de le dire parce que aujourd'hui sur la culture YouTube, le contenu qui est véhiculé, c'est en gros si tu vas pas chercher les millions, etc. T'as un business de merde, nanana, hustle, machin, faut travailler par des jeunes qui ont pas d'enfants, etc. Et c'est assez particulier. C'est intéressant, tu vois, d'avoir un discours à rebrousse-poil de tout ça et de dire que non, on peut avoir un business périn, stable, t'es là depuis quand même vraiment longtemps, tu kiffes et il y a d'autres modèles qui existent, quoi. C'est important de le dire. Là. Et c'est un modèle aussi, au passage, qui est applicable à beaucoup plus de monde. C'est-à-dire que le modèle de vouloir à tout prix être l'exception, c'est un modèle qui va faire souffrir beaucoup de gens qui vont pas forcément arriver aux objectifs faramineux qui sont fixés. Le modèle que toi tu promeus, c'est un modèle dans lequel on peut se voir. C'est-à-dire avoir un business qui tourne, qui est sain, qui correspond à nos passions, à ce qu'on aime, qui est stable, qui évolue d'année en année, petit à petit, qui nous accompagne, qui finalement vient nourrir nos projets de vie, nos curiosités, nos désirs. Et je pense que c'est le meilleur modèle, en tout cas, pour la plupart des créateurs. Et c'est vrai qu'on en entend peut-être moins parler parce que c'est moins exceptionnel. Ça veut pas dire que c'est pas le meilleur modèle, tu vois. Je pense, et moi, de plus en plus aussi, je réalise aussi que il faut pas que je me transforme en esclave de mes objectifs et de mon business, mais il faut que je garde toujours en tête que mon business est là pour servir mes intérêts personnels. Et mon rôle, c'est pas forcément d'optimiser le business au maximum, mais c'est aussi de comprendre quels sont mes intérêts personnels, quoi. C'est super intéressant parce que moi, j'ai sous les yeux sans arrêt des gens qui sont plus successful que moi dans un truc. Tout le temps, toujours. Même dans ma pratique sportive, j'ai touché à tout, j'aime tout faire. Chaque fois que je me pointe dans un club, c'est un club de sport de combat, je vais me faire casser la gueule par un mec de 15 ans qui a fait que ce sport-là depuis qu'il a 5 ans et il va me monter en l'air. Oh, c'est obligé. Je vais faire du parachutisme, je vais tomber sur des mecs qui ont 7000 sauts, je vais faire de l'apnée, je vais tomber sur un mec qui retient sa respiration 6 minutes. Mais en fait, c'est normal parce que je serai jamais le meilleur dans un seul truc. J'ai fait ce choix-là et je m'enrichis au contact de tous ces gens qui sont meilleurs que moi, qui ont des choses à m'apprendre. Et j'ai jamais de piqûre d'ego quand je suis dans une pièce avec un mec qui est plus successful que moi dans un truc parce que je vois ça comme une richesse et je me dis, comme si on était dans une cour de récré et qu'un mec qui arrive à faire un salto arrière quand on a 8 ans, je me dis, oh, mais c'est trop stylé, t'as appris ça où? Ah bah, à la gym. Ah bah, vas-y, montre-moi comment tu fais, apprends-moi, c'est trop bien et tout. Parce que je m'enrichis de tout ça. Et des gens qui seront plus successful ou plus malins ou plus intelligents ou plus accomplis que moi dans des domaines, il y en aura toujours et j'espère qu'il y en aura de plus en plus parce qu'il y a plein de skills et de nouvelles façons de réussir qui émergent et enfin, moi, je sais pas, je parlais avec ma mère avant-hier, il y a un môme, quand j'habitais à Nice, j'avais 12 ans, lui il avait 6 ans, et maintenant il a des enfants et il est millionnaire parce qu'il a développé un truc, je comprends même pas, un bordel de NFT, de je sais pas, un truc et il avait commencé, je me souviens, en donnant des conseils à mon petit frère, à jouer sur un jeu qui s'appelait Prezi. Ça vous parle? Je sais pas. Ah oui, un truc avec Ok, bon, tu vois. Ok. J'ai passé du temps sur celui-là. Ok, et tu vois, en fait, il avait commencé en mode, il kiffait l'informatique, mais il avait 8-9 ans, tu vois. Et en fait, il avait déjà monté un business où il vendait
des petits codes pour booster des personnages dans Prezi ou un truc comme ça, je sais plus. Bref. Des packs plus, mais ouais, un truc comme ça. Voilà. C'était leur vie. Tu vois? Et maintenant, je me dis, bon, bah, il devient quoi, le petit, tu vois, qui était tout timide, tout introverti et tout. Et bah, maintenant, il roule en Tesla, il a une baraque de 500 mètres carrés à Nice, il est trop posé et il vit sa vie comme il l'entend et c'est génial. Et de me dire, waouh, c'est trop cool d'avoir vu la petite graine dans la tête de ce môme qui fait l'informatique et les Game Boy Color et les trucs et qui commençait à tâter sur Prezi et tout, qu'il a réussi à vivre sa vie et à exceller dans un domaine qui maintenant le comble et le rend heureux, tu vois. Mais des gens comme ça, j'en vois tout le temps, de plus en plus. Je pense qu'avec les réseaux, on en voit de plus en plus aussi parce que la spectacularisation des dynamiques de vie fait que n'importe quel môme qui a réussi dans n'importe quel domaine à 20, 21 ans, c'est super facile de projeter son lifestyle et de montrer que regarde, j'ai réussi à acheter une baraque à Bali alors que j'ai pas 19 ans et que il y a encore 1 an et demi, je vivais chez mes darons dans une cave sous l'escalier. Et c'est stylé, donc moi j'essaie de m'enrichir de tout ça, de pas devenir un vieux con bloqué dans ses idées de non, pour réussir sa vie il y a qu'une seule façon de faire, etc. D'accepter que c'est une dynamique qui est propre à chacun et qui du coup est multiforme parce qu'il y aura autant de types de réussite que de gens qui vont réussir et de rester humble par rapport à tout ça et de continuer à apprendre sans arrêt, quoi. Comme t'as dit, ça fait presque 10 ans que t'es sur YouTube. Selon toi, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que t'as vu des grands changements sur la plateforme ou peut-être des grandes réalisations aussi dans ta façon de créer? Alors, je suis pas le meilleur mec en l'occurrence pour donner des conseils là-dessus parce que comme je suis pas un mec qui chase les tendances et qui court après les dernières trends, etc. pour rester toujours au top de ce qui est bankable et de ce sur quoi il faut investir. Il y a des trucs sur lesquels je suis un peu un dinosaure. Moi, je continue à faire des vidéos face cam où je parle de trucs de mindset, où j'explique des points importants de la vie, de la mentalité à avoir pour être heureux, etc. Où je vais faire des vidéos face cam pour expliquer comment calculer ses totaux caloriques alors que tout le monde s'en branle. Mais parce que c'est des trucs que j'aime et que je me dis, bon, si ça peut aider les gens, c'est cool, même si ça marche plus du tout sur certains aspects. Donc, oui, il y a eu des changements énormes. Il y a des trucs qu'on faisait il y a, par exemple, 7, 8, 10 ans. Je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, les vidéos... T'as l'impression que c'est, par exemple, est-ce que t'as l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant ou pas? Tu vois, est-ce que par rapport à il y a 4 ans, maintenant, quand tu fais des vidéos, est-ce que tu te sens avoir plus de pression ou pas spécialement? Alors, oui, dans mon cas précis, oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de très gros acteurs qui débarquent. Si on parle que de YouTube, Instagram pas vraiment parce que Instagram je suis plus en paix avec ce que je produis, mon contenu, la façon dont je délivre mon message et ma valeur ajoutée. J'essaie juste d'être dans ma promesse, de faire kiffer les gens, d'apporter des trucs qui vont les aider, de balancer des petits teams, d'être régulier, fréquent, de pas me prendre la tête, de pas me prendre au sérieux et puis si ça monte, ça monte. Ma communauté elle se développe très lentement, je prends des abonnés, ça se développe, les gens kiffent, ils partagent mes contenus, c'est cool. J'ai pas trop de soucis là-dessus. J'avoue que j'ai plus un truc d'identité sur YouTube parce que c'est la première plateforme que j'ai essayé de développer, sur laquelle j'ai vraiment mis du sang, des larmes, tout ce que tu veux, de la sueur à longueur d'année parce que j'avais vraiment envie de faire un truc avec cette chaîne parce que j'avais l'impression qu'il y avait un potentiel et que c'était prometteur. Et oui, au début, j'avais l'impression que c'était paradoxalement. Il y a eu la phase où j'étais personne sur YouTube, où personne me connaissait, je faisais des contenus, je bombardais des vidéos tous les jours et je faisais des 1000, 2000, 3000 vues et puis ça marchait pour les gens qui les voyaient mais ça me sortait jamais de l'ombre. Et à un moment où ça a commencé à marcher, j'ai fait des trucs qui ont popé, la plateforme a reconnu peut-être, je sais pas, l'algorithme a favorisé le fait que je produisais du contenu assez fréquemment, que je faisais des trucs que les gens suivaient, qui recommandaient, qui revenaient au rendez-vous, etc. de façon régulière. Ça s'est mis à marcher et là j'ai eu une période un peu faste entre 2018 et 2020-21 peut-être, où j'avais des grosses vidéos qui marchaient assez fort, où je faisais des 100, 200, 300 000 vues sur certains trucs, sur des sujets qui maintenant ne marchent plus. Tu vois, je sais pas, des trucs cons, mais je partais à Bangkok pour quelques semaines, j'arrivais dans un appart trop stylé, je faisais une vidéo, waouh, mon nouvel appartement à Bangkok, regardez ce qu'on peut avoir à Bangkok pour une bouchée de pain, c'est trop bien, et tu tapais 100 000 vues sur YouTube, alors que maintenant il y a peut-être d'autres gens qui arrivent à le faire ça parce qu'ils se sont spécialisés dans ce genre de trucs, mais moi si je fais ça, ça va faire 15, 20 000 vues, tu vois. Je faisais des trucs genre mon update de mon entraînement, où j'en suis de mon physique, etc., ma nutrition en ce moment, mes objectifs et tout, ça allait taper des 50, 60, 70 000 vues, alors que maintenant ça va faire 10, 15, 20 000 vues. Donc il y a des grosses transformations, il y a plus d'enjeux. Je pense que la structure du secteur fait que maintenant il y a des énormes acteurs
t'as des mecs comme des M6, des RMC Sport, des JQ qui débarquent sur ces trucs-là et qui te sortent des prods complètement incroyables avec des montages littéralement dignes de la télé, montés avec des équipes de 15, 20, 30 personnes. Et toi, t'es derrière ton truc, t'es dans ton salon, littéralement, t'es en train de faire tes petites vidéos avec ta cam et ton micro, et tu dis, bah, c'est marrant, en 2019, je faisais ça intéressait les gens, ils interagissaient, ils m'envoyaient des messages, ils kiffaient, etc. Ça faisait des 50, 100 000 vues. Et maintenant, je suis tout seul dans ma chambre et j'ai les hardcore fans, le cœur de ma communauté, qui font 10, 12, 15 000 vues et qui kiffent toujours autant qu'avant. Mais clairement, il n'y a pas cet engouement de masse où tu pouvais faire un truc et être en vue d'une audience beaucoup plus importante. À quoi ça tient? Je sais pas. Est-ce que c'est à cause de ça? Parce qu'il y a des gros acteurs maintenant. Il y a eu une spécialisation du métier de youtubeur aussi, je pense. Là où il y avait qu'une poignée de mecs qui faisaient ça vraiment avec comme métier, avec des régies publicitaires, avec des régies médias, etc. Maintenant, j'ai l'impression que n'importe quel youtubeur qui a 30, 40, 50 000 abonnés, il intègre une régie, il intègre une agence, on le drive sur ses contenus, il a accès à des studios, à des qualités de prod bien supérieures. Maintenant, le nombre de youtubeurs qui ont des équipes de monteurs, qui ont des prods, qui ont des mecs qui leur font des storyboards, des plannings de contenu, etc. À chaque fois que je pose une question à un mec qui a l'air à peu près successful, j'ai l'impression qu'il est 1000 fois plus organisé et structuré professionnellement que moi. Donc ça m'étonne pas que ça devienne plus difficile parce que t'as beaucoup de mecs qui ont faim et qui mettent des moyens. Je veux dire, moi j'ai des potes qui mettent 25 000 euros par mois en prod YouTube. 25 000 euros par mois de dépenses, de frais de fonctionnement, de roulement sur une partie de leur société. C'est pas ce que mes parents espéraient gagner tous les 6 mois quand j'avais 15 ans, quoi. Donc c'est des échelles qui n'ont plus rien à voir. Et moi, c'est ce que je perçois. Est-ce que c'est la vérité? Sans doute pas. C'est simplement mon prisme d'analyse qui me permet de voir ça. Est-ce que c'est ça le facteur structurant qui fait que notre métier change, que les contraintes sont plus les mêmes, que les enjeux sont différents et que tout le drama autour de la création de contenu évolue dans ce sens-là? Peut-être. Mais moi, c'est l'impression que j'ai de ce que je vois en tout cas. Du coup, face à ce constat, comment aujourd'hui tu te dis je vais tirer mon épingle du jeu face à cette, ce niveau de production, etc. Est-ce que tu vas plus être sur les sujets, sur l'authenticité? Est-ce qu'il faut rentrer dans la course à l'armement de toujours plus, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens, si tu veux, d'exister et de performer sans forcément céder à ces sirènes, quoi? C'est une super question à laquelle j'ai pas la réponse et j'aimerais vous la poser aussi parce que je pense que vous êtes sans doute aussi armé, voire plus intelligent que moi sur ces secteurs-là, et donc j'aimerais bénéficier de votre expérience à vous. Mais je sais pas. J'essaye de pas mener une guerre et d'arrêter des chars en mettant devant en plein milieu de la route parce que ça marche pas, et de pas essayer de me comparer à des mastodontes et essayer de faire armes égales avec des institutions qui sont colossales, avec des moyens complètement incroyables et qui sont capables de cracher des vidéos avec des qualités de prod faramineuses tous les jours, littéralement. Et de se dire, bah, ça bite, c'est pas grave, mais comme on va en sortir tous les jours, il y en a forcément qui vont me péter, quoi. Donc, cette course-là, elle est utopique. Faire des vidéos mieux montées, plus quali, etc., c'est utopique. Donc il y a toujours une partie de moi qui me dit ouais, mais sois un bon élève, essaie quand même de faire le taf, essaye au moins d'avoir des miniatures pas dégueulasses, essaye au moins d'avoir du son de qualité, essaye au moins d'avoir une lumière qui marche, essaye au moins de pas faire les erreurs qui pourraient, que si quelqu'un qui est même un néophyte regardait ton contenu et les contenus qui cartonnent, se dirait ah ouais, mais regarde aussi, là on t'entend à peine, t'es dans ta cuisine, la lumière elle est immonde, t'es tout jaune, t'as des boutons partout, ton son il flappe sur ton col, on n'entend même pas ce que tu dis, etc. J'essaye de remplir le cahier des charges, de faire le minimum de ce qu'il faut pour que potentiellement un contenu soit efficace. Et ensuite, j'essaye de me concentrer sur ma zone de génie et ce que je peux contrôler. C'est-à-dire la qualité de mon contenu, la qualité des références scientifiques que je vais mettre dans ce que les gens attendent de moi, le répondre à un besoin. Est-ce que je fais des vidéos qui sont géniales sur un truc dont les gens se foutent absolument? C'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que je fais des vidéos qui sont un peu moins géniales peut-être, mais sur des trucs qui aident vraiment les gens et qui apportent une vraie valeur ajoutée? Peut-être que c'est plus malin. Et surtout, ne jamais m'écarter de ce qui, moi, me plaît et me rend heureux. Et je suis toujours dans cette dialectique de ce qu'on fait, c'est un business, mais en même temps, c'est une partie d'expression artistique. C'est-à-dire que je suis pas sûr que les plus grands poètes, les plus grands sculpteurs, les plus grands peintres, les plus grands écrivains, même si je me considère pas comme faisant partie de cette manne-là et de cette élite-là, je suis pas sûr que les mecs ou les nanas qui ont fait des trucs qui valent vraiment la peine d'être regardés, écoutés, vus ou contemplés
se soit toujours dit, mais qu'est-ce que les gens ont vraiment envie de voir? Qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer, d'écouter comme musique, de voir comme peinture, comme sculpture, comme film, etc. Je pense qu'il y a une partie du génie de la création qui tient au fait de faire les trucs qui te passionnent et que tu as envie de faire. Et que si j'essaye de faire les meilleures vidéos possibles sur la crypto ou le dropshipping, je serai toujours une bille. Par contre, si j'essaye de faire des vidéos qui me plaisent et dont je suis satisfait, et quand j'ai pondu, filmé, monté, publié la vidéo, je me dis, putain, ça c'était stylé, là je me suis fait kiffer. Bon, ça marche pas, j'aimerais bien que ça marche, mais si ça fait pas un carton planétaire, bah c'est pas grave. Et bah je pense que c'est probablement une des réponses et la clé de faire un truc qui en tout cas est différenciant, en tout cas porte ta patte, porte ton identité graphique, intellectuelle, émotionnelle, ta sensibilité, permet aux gens de s'identifier à ce que tu produis et te rend heureux dans le process. Parce que je sais pas faire autrement. J'ai pas la recette pour faire des vidéos qui font 1 million de vues à chaque fois. J'ai essayé, j'y arrive pas. J'ai essayé de faire des trucs qui sont super viraux. J'y arrive de temps en temps. J'ai fait des réels qui font 5 millions. J'ai fait des vidéos qui ont fait 1 million sur YouTube, etc. Mais j'ai pas la recette en mode, je sais pas, comme les gros créateurs de contenu, les Logan Paul, les Squeezie, etc. pour arriver à faire des trucs qui font carton après carton après carton. Et je pense qu'en fait, quand tu regardes leur dynamique, j'ai vu, merci Internet, le reportage sur Squeezie récemment, j'ai des potes qui m'ont dit, regarde-le, c'est intéressant et tout. Et tu te rends compte de l'obsession qu'il faut et du drive qu'il faut mettre pour arriver à être ou le plus performant d'un domaine ou le plus performant possible selon tes capacités pour exceller dans un truc, que j'ai pas envie de faire ça dans chaque truc que je fais. J'ai pas envie de faire ça dans ma dynamique sportive, dans ma dynamique de création de contenu sur YouTube, dans ma dynamique entrepreneuriale. C'est pas possible. Et quand tu regardes ces mecs-là, généralement, ils sont exceptionnels dans un truc. Et ils sont assez average dans le reste, tu vois. Ils ont des grosses lacunes dans leur vie sentimentale. Ils ont des tumultes dans leur vie de couple et il y a rien qui va. Ils parlent plus à leur famille et ils voient pas leurs proches plus d'une fois par an. Ils ont peut-être un business qui est exceptionnel, mais ils ont un physique dégueulasse. Ou alors ils ont tout ça qui marche, mais tu veux dire, c'est pas compatible aussi avec toi, t'es quelqu'un de polyvalent, comme tu nous l'as bien expliqué. Ouais. T'aimes bien développer tes compétences de manière horizontale sur plein de sujets différents. Ouais. Et quand on veut être un excellent youtubeur, il faut être obsessionnel comme les MrBeast, qui est vraiment l'exemple ultime, je trouve, de ça. Qui a commencé en faisant des défis à la con du style je dis 100 000 fois je compte jusqu'à 1 million, ce genre de truc. Et en fait, tu vois le niveau d'obsessivité du mec où il y a un seul truc qui l'intéresse dans sa vie, c'est d'être le plus gros youtubeur du monde. Et il va concentrer 100% de son énergie et de ses moyens là-dessus. Et toi, c'est pas dans ta psychologie. Et je pense que peut-être pour rebondir là-dessus, c'est que je pense qu'on se rend pas compte que YouTube est extrêmement vaste. YouTube n'est pas comme ça l'était à ses débuts, c'est-à-dire une plateforme où il y a une culture unique, où tout le monde regarde à peu près les mêmes créateurs et on peut en parler ensuite dans la cour de récré. YouTube a atteint un niveau aujourd'hui où t'as tellement de types de contenus différents. YouTube, c'est avant tout déjà une plateforme de musique. Les contenus les plus regardés sur YouTube, c'est des clips de musique. Nous, on n'est même pas dans cet univers-là, mais on coexiste avec ça. Et c'est aussi une plateforme pour du talk show, c'est une plateforme pour des analyses, c'est une plateforme pour du divertissement, c'est une plateforme de recherche pour tout un tas de vidéos d'experts en jardinage, en bricolage, en tout un tas de choses. Et en fait, je pense que on se rend pas compte à quel point il est possible de coexister. Même si c'est sur la même plateforme, c'est une audience qui est complètement différente. Par exemple, si moi tu me demandes quelles sont les œuvres culturelles qui ont eu le plus d'impact sur ma pensée et sur ma vie, ça va 100% être des bouquins. Il n'y a pas de film qui a changé ma vie. Il y a des films que j'ai adorés. Il y a des films la plupart des films aujourd'hui sont des grosses productions qui nécessitent une énorme équipe de tournage, qui nécessitent des moyens colossaux. Mais les œuvres culturelles qui ont eu le plus d'impact dans ma vie, c'est des bouquins écrits par un mec ou par une nana, tu vois, tout seul. Et donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, on a des gens qui, en développant leur pensée, dans un format qui est abordable seul, tout le monde peut écrire un livre, c'est pas forcément facile, mais tout le monde peut le faire, ça demande pas des moyens extraordinaires, ça demande pas une équipe de fous. Et ben en faisant ça, tu peux avoir un impact qui est très grand dans la vie des gens. Et moi en fait c'est ça que je réalise, et aujourd'hui la plupart des créateurs que je suis sur YouTube, moi je suis quasiment aucun gros créateur, à part quelques anciens que j'aime bien comme Joueurs du Grenier et tout, qui sont très produits, mais je suis pas Squeezie, je suis pas MrBeast, je suis pas aucun des gros créateurs français, c'est simplement parce que c'est pas mes goûts, c'est pas que je les respecte pas, c'est que c'est juste pas mes goûts. Et la plupart des créateurs que je suis, c'est des petits créateurs qui sont pas très produits, mais qui ont une pensée différente, qui ont une pensée intéressante, qui me font réfléchir. Et que ce soit des Français, beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglophones. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que beaucoup de youtubeurs en France complexaient parce qu'ils se comparent à des gros youtubeurs qui, en fait, ont une audience qui n'a rien à voir avec la leur, alors que, parfois, ils ont des bonnes performances. Et tu vois, quand je pense à toi, Antoine, je me dis que
t'as fait un peu de contenu, tu vois, divertissement, tu t'es frotté un peu à ce monde-là, tu l'as tenté et tout, mais quand même le cœur de ton audience, c'est des gens qui te suivent pour ton expertise. C'est des gens qui te suivent parce qu'ils savent que tu sais de quoi tu parles, parce qu'ils savent que t'es un des meilleurs pour leur en parler, et parce qu'ils t'aiment bien. Ils t'aiment bien, t'arrives à les motiver, t'arrives à leur faire se bouger. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont dépensé des centaines d'euros parfois pour acheter ta formation, voire des milliers, je sais pas combien elle coûte, mais tu vois, il y a un engagement qui est très très fort. Et donc, quand tu comprends ça, quand tu comprends que la plateforme est très large, que l'audience est très large, et qu'il y a plein de micro-audiences à l'intérieur qui cherchent des choses complètement différentes, il y en a qui veulent se divertir, il y en a qui veulent se former, par exemple, mais en fait, tu comprends que tu peux exister en faisant des vidéos, même qui font 1000, 2000, 3000 vues, ça paraît très peu pour des gros youtubeurs, mais qui vont te permettre parfois de bien gagner ta vie parce que c'est 3000 vues d'une audience qui apprend avec toi, qui est fan de toi, qui va suivre tout ce que tu fais quoi qu'il arrive, et qui grandit aussi avec toi, et qui va parfois acheter tous tes produits, tous les produits que tu sortes, qui va te soutenir dans tout ce que tu fais, qui va venir à tes événements. Et en fait, la valeur de cette audience, quand on est formateur par exemple ou coach, elle a une valeur bien supérieure à la valeur d'une grosse audience diluée de gens qui te regardent pour se divertir. Donc je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer autour de ça, qui est que c'est pas parce qu'il y a des professionnels sur YouTube qu'il peut pas y avoir d'amateurs. C'est la beauté de YouTube. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les professionnels et il y a de la place comme des amateurs. Comme dans le monde d'avant, et toujours dans le monde actuel, il y a de la place pour des films de hollywoodiens hyper produits avec des dizaines de millions d'euros de budget. Et la place pour des petits auteurs qui un jour écrivent un livre dans leur chambre et qui font un best-seller parce que c'est un livre qui touche les gens, qui leur touche au cœur, quoi. Félix? On l'arrête plus, Antoine, là. Ça y est, il est parti en roue libre. Je kiffe quand il parle là-dedans. Moi, je me tais et j'écoute. Je kiffe. C'est top. Moi, j'ai une question à te poser. C'est si tu devais revenir, mettons que tu devais débuter aujourd'hui, tu vois, tu devais faire, il y a un reset de tout ton business. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais? Tu gardes tout ton expertise, ton expérience aussi de création, tes compétences que tu as développées. Mais je sais pas, il y a tout qui saute, on te connaît plus, tu vois, et tu dois te relancer. Et tu choisirais quelle stratégie? Ça intéresse les petits jeunes qui suivent, voilà, Antoine. C'est marrant parce que tu vois, en entendant ta question, là, le temps que tu me la poses, j'ai vu 3 stratégies différentes. Et en fait, c'est pas les bonnes. C'est-à-dire que là, dès que t'as posé la question, je me suis dit, attends, est-ce qu'on part du principe que je repars à zéro quand j'avais 20 ans, 25 ans, ou est-ce que on repart à zéro, genre tous les systèmes de data, de carte de crédit de YouTube, tout a sauté et c'est maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, où je dois tout reconstruire comme si de rien n'était, tu vois. Et c'est 2 réponses différentes. Je pense que si c'était à refaire il y a 10 ans, je referais exactement la même chose. Et en fait, quand t'as posé la question, je me suis dit, oula, attends, s'il fallait que je reparte de zéro maintenant avec pas une thune, pas une personne qui me connaît, aucune marque qui me fait confiance, etc. Maintenant, est-ce que je devrais pas changer les choses? Et en fait, j'ai commencé à penser tout de suite pendant que tu me posais la question, mais peut-être qu'il faudrait que j'assure mes arrières, tu vois, que je me mette en sécurité, que je fasse peut-être un truc plus efficace, plus drivé vers le business, plus drivé vers l'acquisition de clients, plus rodé, plus stable pour si j'arrive pas à développer une audience suffisamment intéressante et importante, que j'arrive au moins à survivre avec la petite audience que j'arriverai à me créer. Et en fait, non. Parce que oui, j'ai eu la chance de commencer ça entre guillemets jeune, parce que j'ai commencé YouTube, j'avais genre 27 ou 28 ans, ce qui en fait est pas jeune du tout pour YouTube. Mais moi, j'avais l'impression d'être jeune et d'avoir du temps, d'avoir le loisir, d'avoir de l'énergie à revendre fois 1000, de pas compter mes heures, de pouvoir me coucher à n'importe quelle heure, me lever à n'importe quelle heure et bosser comme un malade pour accomplir mes rêves. Et maintenant, mais en fait, c'est juste la structure de ma vie. Et maintenant, j'ai l'impression de plus avoir autant de liberté qu'avant sur ces plans-là. Parce que maintenant j'ai un loyer, parce que maintenant j'ai une bagnole, parce que je vais peut-être acheter un cheval, parce que il y a tout un tas de trucs qui se passent et que tu dis mener le train de vie que j'ai aujourd'hui en faisant des tests de qu'est-ce qui marche pas et en prenant des bâches sur YouTube en faisant des 250 vues, c'est peut-être pas aussi simple. Mais en vrai, je pense que je ferais exactement la même chose. Peut-être que avec les erreurs que j'ai faites, je gagnerai un peu de temps, peut-être que je serai un peu plus malin, peut-être que je tournerai un peu moins autour du pot sur certains trucs et que je m'accorderai un peu moins de roue libre sur des trucs dont je savais pertinemment que ça marcherait jamais, mais juste j'avais envie de me faire kiffer parce que la loi de Pareto fait que maintenant j'ai vu que dans mon contenu il y a des trucs qui marchaient très bien en mettant assez peu d'efforts et d'autres sur lesquels j'avais juste envie de faire des expériences et de kiffer et qui font le 80% de trucs qui servent pas à grand chose en fait. Donc je pense que j'arriverai à recentrer et tu vois la cible là où j'ai tiré un peu partout pour mettre un peu dans le mille de temps en temps, j'arriverai à recentrer un peu et à faire un peu moins de bruit pour être un peu plus efficace. Mais en tout cas, la stratégie, ce serait la même parce que j'ai pas envie de vivre différemment en fait. J'ai pas envie d'être focus sur mon business et de faire. Tu vois, je connais des mecs
qui ont des business de séduction et qui font des millions d'euros en vivant à Miami, en donnant des conseils de trucs, et qui détestent ce qu'ils font, tu vois, qui sont pas particulièrement doués dans la séduction, les communications avec les gens, qui sont timides pour aller aborder les meufs ou les nanas avec qui ils ont été ou avec qui ils sont sortis, etc., pour aller dans des lieux publics, dans des bars et tout, et qui montent des business qui font des millions sur un segment parce qu'ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait un gros besoin, qu'il y avait des mecs qui étaient en chien là-dessus et que du coup ils étaient prêts à payer et qu'en plus ça visait une CSP de mecs qui étaient un peu des geekos de la tech, qui avaient fait beaucoup d'argent et qui avaient pas eu le temps de se préoccuper de ça et que du coup il y avait un filon à exploiter. Mais fuck, j'ai pas envie, flemme de faire un truc comme ça juste pour. Sinon je sais pas, sinon j'aurais fait des machines à laver, tu vois. J'aurais monté un truc de exploiter un truc de segment de vente en montant des sites internet pour aller. C'est pas ce que j'ai envie de faire et ça me plaira jamais. Donc oui, je comprends que t'es des mecs qui exploitent des failles dans des systèmes ou sur des secteurs comme ça et grand bien leur face. Et je trouve ça souvent assez génial quand tu vois ça, quand tu dis attends le mec il fait 3 millions tu vois, je connais des mecs qui font des millions d'euros en vendant de la bouffe pour chiens. Ok, bah super. Génial. Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ça te comble dans ta dynamique entrepreneuriale, etc. J'espère. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je respecte ces business qui sont des business, tu sais, boring et c'est des machines à cash et tout. Les mecs, ils sont heureux et ça se développe et ils mettent des millions d'euros en investissement, en pub, en trucs et tout. Et puis, la rentabilité du truc fait que ça marche. Ok. Mais moi, je changerais pas ma stratégie, même si je devais tout reconstruire maintenant. Je suis la personne que je suis. Je pourrais jamais mentir sur qui je suis. Je pourrais jamais donner à voir ou me construire un personnage que je suis pas. Et ça marchera pas en faisant autre chose, je pense. Et de toute façon, je serais pas heureux. Donc même si ça fonctionne en termes de business, ça me comblera pas. Donc la stratégie serait la même, clairement. C'est quoi ton format préféré, Antoine? C'est une super bonne question. Ce que j'aime, c'est apprendre et faire des expériences nouvelles. Donc, je dirais que mon format de contenu préféré, c'est quand je vais faire des tests ou des découvertes où je vais rencontrer des athlètes, où je vais découvrir un nouveau sport que je connais absolument pas, et où j'arrive et j'ai vraiment cette mentalité de shojin, tu vois, du débutant qui connaît rien. Et vas-y, je me remets en question. Je suis une toile vierge. Je sais rien faire. Apprenez-moi, montrez-moi. J'essaye, je teste, je me plante. Je découvre complètement, j'arrive dans une culture que je connais pas du tout, et vas-y, adapte-toi et démerde-toi pour en 2 heures être capable de faire tel truc. Ça, c'est des trucs que je kiffe vraiment. J'ai un pote qui s'appelle Tristan de Feuillet Vang, qui a un peu cette même mentalité que moi, qui est hyper curieux dans sa vie, qui a envie de tester plein de trucs et tout, et qui en a fait le fer de lance de son contenu. Au début, il faisait comme moi. Il disait, ouais, mais j'ai envie de faire du contenu intéressant pour les gens, qui se forment, qui apprennent des trucs. Donc, je vais faire des vidéos où je vais leur montrer comment faire un bon squat, une bonne traction, un bon développé couché, etc. Il s'est rendu compte que ça marchait pas trop, que ça demandait un taf de ouf et que ça le rendait pas super heureux dans la dynamique et tout. Et il s'est mis un peu dans son ikigai perso de, vas-y, qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je suis bon? Sur quoi je me vois progresser pendant des années, même si je dois saigner ça jusqu'à ce que ça marche? Et qu'est-ce que les gens ont envie de voir? Et il s'est rendu compte que sa dynamique de practice makes perfect, genre je fais des trucs jusqu'à ce que je devienne bon dans ça et je vais tout tester et voir comment ça m'améliore ou ça m'enrichit humainement en tant que personne. Bah en fait, il en a fait le cœur de son contenu et maintenant il fait quasiment que des practice makes perfect et il va tester tel sport, tel truc, faire de la slackline, faire l'équilibriste, faire de l'apnée, apprendre à, je sais pas, à faire du vélo sur la roue arrière uniquement, que des trucs comme ça et il kiffe sa vie. C'est un taf de ouf. Il dort 4 heures par nuit, ça demande des prods colossales. Maintenant, il est à un niveau où il a plus d'1 million d'abonnés. C'est des tournages qui sont gargantuesques avec des moyens de prod de fou, des moyens humains surtout parce qu'il essaie toujours de faire ça avec le moins d'équipe possible, toujours un peu très spontané, vas-y j'ai une idée, je pars le lendemain, on part en tournage, on monte ça, etc. Sa vie c'est un bordel, mais c'est un bordel qu'il kiffe, il est super heureux et je pense que les gens le voient, ils se rendent compte qu'il est trop heureux dans sa création de contenu, qu'il kiffe faire ce qu'il fait et qu'il poursuit ça et qu'il aime ça. Moi c'est un peu ce que j'aime faire à une échelle totalement différente et je sais que je suis trop curieux intellectuellement aussi pour me dire que, ok, il faut faire une bonne vidéo YouTube, donc toutes les questions que tu as envie de poser, tu les poses pas parce qu'il faut juste divertir les gens. Moi, mes vidéos, c'est un peu, ça part un peu à la zob souvent parce que quand je suis face à des mecs qui sont passionnants, bah, j'ai envie de m'asseoir et de parler avec eux et de leur poser 12 000 questions. On a fait combien 1h45 pour celle avec moi, fait publier. Oui, on a fait 1h47 de podcast juste parce que j'avais pas envie de délivrer le meilleur produit en mode ce garçon vous apprend à faire 4 millions sur YouTube, mais juste que j'avais envie de m'asseoir avec mon pote et de lui poser toutes les questions que j'avais pas pu lui poser depuis 8 ans parce que c'était trop intéressant, tu vois. Donc il y a ce côté, si je veux être un bon youtubeur et que je veux être un bon élève et que je veux être rentable, il faut que je retienne un peu les rênes de ma curiosité et de mon esprit divergent de partir dans tous les sens et de poser 12 000 questions. Et peut-être qu'il faut que je me concentre sur quel est le meilleur angle, quelle est la meilleure façon d'arriver à intéresser les gens, à ce qui rentre dans ma dynamique, etc. et à servir le tout.
Mais en vrai, c'est ça que j'aime faire des trucs, tu vois, un mix de je débarque et juste un mix de journalisme, de création de contenu. Ça ressemble à des vlogs, à des petits reportages. Tu arrives avec ta caméra, tu sais pas encore ce qui va se passer, c'est ça? Ouais, en vrai, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que même moi, et ça me fait culpabiliser parfois, je me dis, mais attends, tu vois, tu parlais d'amateur et de professionnel, je me dis, mais ça fait quasiment 10 ans que je suis là-dedans, les 10 000 heures de tryhard sur un truc, je pense que je les ai larges, donc je devrais être un expert de ça. Je devrais débarquer dans une situation sociale et voir exactement le titre qui va péter ou la miniature qui va faire que les gens, ils vont... Et je m'en fous, en fait. Alors, c'est pour ça que je suis pas un excellent youtubeur et que j'ai pas 1 million d'abonnés, parce que probablement qu'avec ce que j'ai dans la tête et les idées que j'ai et tout, je pourrais arriver à avoir une audience 1000 fois plus grande et beaucoup plus de succès là-dedans et tout. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Si un jour j'ai 1 million d'abonnés en faisant la dope que je fais aujourd'hui, c'est génial, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de me faire kiffer. Et oui, effectivement, quand je débarque, souvent, je sais pas ce que je vais filmer. Je sais pas comment. Là, je suis en train de tourner une vidéo pour mon home gym. Je me fais livrer ce matin. Je vois le camion qui arrive. Je me dis, bon, je le filme ou je le filme pas? Parce que je sais même pas le format que va prendre la vidéo. Donc, je me dis, bon, je vais le filmer. Parce que comme ça, si j'ai besoin et que je me dis, ah, mais merde, je suis con, j'aurais peut-être dû le filmer parce que la cinématique de faire un truc en accéléré avec tous les trucs où je suis en train de monter une machine qui va me prendre 15 heures d'assemblage et tout, ça peut être drôle. Mais je ne sais pas, en fait. Donc, si j'avais un bête de directeur artistique ou un responsable de prod qui était derrière, qui me disait, tiens, vas-y, garde tout le bordel que t'as dans ta tête. Moi, je vais driver un peu pour que ça ait l'air sexy, que ce soit sympa et tout machin. Peut-être que ce serait une façon, tu vois, m'entourer de mecs qui ont plus de compétences techniques, managériales, de gestion, etc. que moi. C'est souvent une bonne idée parce que moi, j'ai envie de me faire kiffer et d'avancer dans ce que j'aime. Appel aux candidatures. Si vous voulez. mais non. S'il y en a un dans l'audience, voilà. S'il y en a un dans l'audience qui a envie de... Mais tu vois, de fait, pareil. Mais les mecs qui me font mes miniatures, les mecs qui ont monté mes vidéos, les mecs qui me conseillent sur tout un tas de trucs, mon agent, c'est des mecs qui sont venus à moi. J'ai jamais forcé pour attirer quoi que ce soit. C'est des mecs qui m'ont écrit genre, putain, j'aime trop ton contenu, j'aime trop ce que tu fais. Vas-y, regarde, je t'ai fait des miniatures gratos parce que je kiffe trop. Qu'est-ce que t'en dis? J'étais là, bon, mais c'est trop stylé. Et le mec, il est prêt à bosser gratos pour moi et me faire des trucs qui sont passionnants parce que juste il kiffe. Bah oui, c'est avec ce genre de personnes que j'ai envie de bosser en fait. Et ensuite, j'ai envie de bien les traiter et de bien les payer pour qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font et pas juste aller faire un appel d'offres et trouver le mec que je vais pouvoir payer le moins possible pour faire le meilleur travail possible. Ça m'intéresse pas, tu vois. Donc ouais, c'est ça que j'aime faire. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire un truc qui marche? Pas du tout, sans doute pas. Mais juste, c'est ce qui me fait kiffer pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, je vais mûrir, peut-être que j'aurai des enfants, peut-être que je verrai les choses de façon différente et peut-être que j'aurai moins d'énergie aussi. J'aurai moins de patience, j'aurai moins d'énergie à mettre dans des tentatives qui fonctionnent pas et que je me dirai, bon, vas-y, certes, c'était cool cette période-là et que j'aurais envie de courir un peu moins et tout et de faire des trucs plus rentables. Mais je pense pas. À chaque fois que j'essaye de m'objectiver ou de me rationaliser en me disant, tiens, et si on faisait, j'en sais rien, si on achetait une laverie, parce que j'ai vu que j'ai des potes qui achètent des laveries, qui font des business de ouf et ils y bossent 3 heures par semaine et ça fait trop de thunes à l'année et c'est quasiment du revenu passif. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de me dire, allez, maintenant, sinon, je ferais de l'immobilier, j'aurais fait des cryptos, j'aurais fait des trucs, j'ai pas envie. Donc, oui, il faudrait que j'ai une partie de moi qui soit boring, ennuyeuse et super rationnelle et super geek, en mode, vas-y, prends 20% de l'énergie d'Antoine et mets-la sur un truc qui va faire 80% de la sécurité financière, de la réussite et tout. Mais non, en fait, j'ai envie d'être 100% moi et de faire les trucs qui me font kiffer et si je me plante, en fait, je vois ça comme un jeu, en fait. Rien n'est grave. C'est-à-dire que j'aurai toujours, ou pas, mais je pense, la compétence de me réinventer, de me nourrir, de faire en sorte de gagner ma vie pour pas crever de faim. Au pire, il y aura toujours des pays où je pourrais immigrer, où je parle la langue et où le pouvoir d'achat est 10 fois supérieur parce que la vie coûte 10 fois moins. Et c'est pas grave, en fait. Et si ça marche pas, et tu vois, la seule pression que j'ai maintenant, c'est que je suis en couple et que j'ai pas envie que ma nana manque de quoi que ce soit, que je sais pas si je veux des enfants, mais si un jour j'en ai, j'ai pas envie qu'ils crèvent la dalle. Si un jour j'ai mon frère ou ma sœur ou ma mère ou mon père qui ont une galère dans leur vie et qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de thunes, qui ont besoin de trucs, j'ai envie d'être là pour les aider. Et je suis plus en mode je fais cavalier seul et si je me prends un mur à 150, c'est pas grave. Je pourrais être en fauteuil roulant, c'est pas gênant. Maintenant, j'ai un peu cette pression de j'ai pas envie de rendre les gens qui sont à mes côtés malheureux parce que j'ai fait de la merde. Ça c'est un peu lourd et parfois ça me fait culpabiliser. Je me dis mais attends, t'es pas en train de perdre ton temps là, t'es pas en train de. Est-ce que tu te dois pas à ces gens-là
Et en fait, oui, peut-être d'une certaine façon, mais en même temps, chacun est responsable de la vie qu'il mène. Les gens qui sont à côté de moi, c'est des gens intelligents, et c'est pas des handicapés mentaux qui peuvent pas faire quoi que ce soit dans leur vie pour arriver à avancer, à s'améliorer, etc. C'est pas des gens qui ont aucune volonté, qui ont envie de rien faire. C'est des gens qui ont aussi des armes et des compétences et des outils. Et donc, j'essaie de me décharger un peu de cette culpabilité-là et de me dire que ce que je peux apporter de mieux à la fois aux gens qui m'aiment et à la fois aux gens qui me suivent et aux gens de ma communauté, c'est le mieux de ce que je peux être en fait. C'est ma version de moi-même à 100%, 100% heureux, 100% intègre, 100% aligné avec mes valeurs. Et si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas et que ça marche pas, c'est pas grave. Je vais mourir 15 ans après, 20 ans après, 50 ans après, on se souviendra pas de moi et c'est très bien comme ça et c'est ok en fait. Et si un jour je fais un truc qui est tellement les gens qu'on se souvient de moi 200 ans après ma mort ou 1000 ans après ma mort, déjà c'est improbable et si c'est cool, bah si ça marche, tant mieux. Mais c'est pas ce que je vise et du moment que j'arrive à amener du bonheur et de l'amour et de la valeur ajoutée maintenant, dans le moment présent et autour des gens qui sont autour de moi tout de suite, c'est parfait. Félix, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, c'est top. Et une chose qui m'avait marqué, c'était dans tes premières vidéos, t'avais une énergie de fou dès le départ, tu vois. Et on voit qu'aujourd'hui, tu l'as encore gardé, tu vois, on te lance sur un sujet et t'as toujours la même énergie. C'est clair. Au début, le YouTube, t'as eu l'impression que c'était facile, quand même, je veux dire, de parler, etc., le mode de te lancer, ou pas, tu vois. Je me pose la question là maintenant parce que tu vois là tu t'improvises, tu peux improviser mais non-stop et tout, c'est ouf. Je me dis, est-ce que tu vois, t'avais l'énergie au départ, mais est-ce que c'est la même chose ou pas, tu vois? Je crois que j'ai toujours été comme ça en fait. Si tu regardes je crois que mon tout premier podcast, je l'ai fait en 2016 ou 2017. C'est un podcast de 4 heures avec un pote à moi qui tenait une salle de kung-fu à Vanves. Ça s'appelle Parlotte avec Grégotte, je crois. Et on parle pendant 4 heures et je suis comme ça, je suis pareil. Je suis inarrêtable, t'as l'impression que je suis à 300 mg de caféine alors que pas du tout. Et juste parce que je sais pas, c'est mon outil, tu vois, c'est moi, j'ai parlé très tôt, tu vois, dans mon développement en tant qu'enfant, je crois qu'à un an et demi, je parlais de façon articulée, structurée, intelligible. J'ai eu des réflexions profondes et des questionnements, tu vois, un jour, j'ai dit à ma mère, mais maman, à quoi ça sert de vivre si un jour on meurt et si les gens ils sont méchants avec nous tous les jours? Et je devais avoir 18 mois, tu vois. Donc c'est des questionnements que t'as pas normalement à cet âge-là. Ouais. Et j'ai toujours été en avance sur ce genre de trucs. Je pense que j'ai une facilité avec le langage, avec l'expression des idées. J'ai parlé très tôt, très vite, et donc c'est une arme que j'ai. En même temps, c'est un gros inconvénient aussi parce que parler beaucoup, ça permet de développer et de partager les idées, mais ça permet pas d'écouter suffisamment et d'entendre beaucoup de trucs, et parfois je m'obstine et je pars dans les directions et je suis tout feu tout flamme et je suis pas aussi efficace ou j'ai pas autant de recul qu'un mec qui parle un peu moins, qui écoute un peu plus, qui, tu vois, on a fait 1 heure de podcast, j'ai dû parler pendant 42 minutes et j'ai trop de questions à vous poser et j'ai pas eu le temps de le faire parce que je parle beaucoup, donc c'est à la double tranchant. C'est une arme qu'il faut savoir utiliser, c'est une facilité que j'ai, donc pour YouTube c'est un avantage injuste. Ouais, peut-être créer du YouTube. Clairement. Et développer des idées et avoir de l'énergie, ça a toujours été simple pour moi. À côté de ça, t'as des mecs qui sont hyper introvertis. Moi, j'ai des potes qui sont autistes et qui cartonnent sur YouTube parce que juste ils disent rien, mais ils arrivent à structurer des idées de ouf. Et quand tu vois que t'as des mecs qui ont c'est important de le dire. Ça, c'est important de le dire. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui ont des faceless channels, qui montrent pas leur visage, qui n'utilisent pas leur voix, qui utilisent des robots pour parler, qui te lisent des scripts et tout, et qui juste structurent des idées, arrivent à comprendre ce que les gens veulent voir, tapent des scripts, les font lire par des robots, mettent des images en animation et ont des chaînes qui ont des millions d'abonnés, ben je dis les gars, chapeau, vous avez réussi à faire un truc que moi je pourrais jamais faire parce que ça me gonflerait au bout de la 2e vidéo. Mais il y a de la place pour tout le monde, chacun avec ses armes. C'est la beauté du truc et de YouTube, et c'est une métaphore de la vie aussi, tu vois. Tu peux réussir de toutes les façons qui soient, du moment que tu fais des trucs qui sont alignés avec qui t'es, que t'aimes faire et que tu te forces pas pour rentrer dans un moule qui correspond pas à la personne que t'es, parce que forcément tu vas te déformer, tu vas être malheureux. Donc oui, moi mon atout c'était de communiquer facilement, de parler, de développer des idées, tu me donnes à peu près n'importe quel script ou n'importe quel truc, tu vois, j'ai gagné des concours d'éloquence de la cour d'appel quand j'étais en prépa, j'ai fait des trucs comme ça parce que c'est ce que je kiffe, c'est qui je suis.
Un jour, peut-être que je serai muet, tu vois. Un jour, je vais peut-être me péter la gueule en moto, j'aurai plus de mâchoire, je pourrai plus parler, j'en sais rien. Et il faudra que je me réinvente, il faudra que j'invente des nouvelles façons de parler, tu vois. Une fois, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je revenais du salon du fitness et j'avais tellement beuglé comme un putois pendant 3 jours que j'étais littéralement aphone. Sauf que j'étais dans ma période où je faisais une vidéo par jour et que la promesse que je m'étais faite à moi-même, c'était inconcevable dans mes valeurs de pas publier ma vidéo. Bah, j'ai fait quoi? J'ai écrit toute la vidéo sur des feuilles blanches et je passe c'était une vidéo hyper technique en plus, tu vois, sur le métabolisme des lipides et je passe toute la vidéo à passer mes feuilles blanches comme ça, comme dans Love Actually. C'est ridicule, mais bah, tu vois, le besoin crée l'organe et j'avais besoin de me réinventer une façon de communiquer parce que je pouvais littéralement pas parler. Donc, des solutions, il y en aura toujours. Des plans B, il y en aura toujours. Des façons d'arriver à continuer à percer, à se développer, à être heureux, il y en aura toujours. Il faut juste être adaptable, créatif, ouvert d'esprit et voir les opportunités là où elles se présentent et rester suffisamment humble en sachant que tu sais pas tout et que t'as pas toutes les réponses et qu'il va falloir continuer à les chercher toute ta vie. Mais si tu fais ça, je pense que t'es jamais malheureux en fait. Et en tout cas, pour l'instant, j'ai eu des vagues, j'ai eu des moments de creux, j'ai eu des moments où j'avais des grosses remises en question. Il y a des moments où je me disais, est-ce que ça a vraiment du sens tout ça? Est-ce qu'on ne court pas après des chimères? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et au final, la sinusoïdale fait qu'en surfant les vagues, on va toujours dans la même direction. Et pour l'instant, je me suis pas trop pété la gueule, donc j'ai bu la tasse de 3 fois, mais ça va, tu vois. J'arrive à nager, à garder la tête hors de l'eau, et pour l'instant, c'est stylé, donc pourvu que ça dure, et je vais faire tout pour et faire de mon mieux pour être aligné avec tout ça et que ça continue à aller dans la direction que j'ai envie. Ouais, écoute, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Évidemment, on mettra les liens de ta chaîne en description. Est-ce qu'il y a peut-être un projet en cours que tu aimerais mettre en avant? Il y a tous les ans le retour de notre formation bayésienne. On lance la nouvelle promo tous les mois de septembre. Et tous les mois de septembre, il y a des gens qui s'inscrivent et qui attendent ça depuis 1 an. Et tous les mois d'octobre, j'ai des mecs qui débarquent et qui découvrent mon contenu et qui me disent « Mais c'est quand votre prochaine formation? Parce que ça a l'air trop stylé. » Je dis « Bah, tu viens de manquer le truc, c'est il y a 1 mois, donc il va falloir que t'attendes 1 an. » Donc c'est mon devoir de dire aux gens que s'ils veulent rejoindre notre formation bayésienne, c'est en septembre et que ils peuvent se préinscrire sur notre site internet Bayesian France, mettre leur email et avoir le coup d'envoi quand on ouvrira la nouvelle promo par exemple, parce que ça me fait toujours chier de voir qu'il y a des gens qui ont envie de se former, qui ont cette curiosité intellectuelle et qui loupent le coche, parce que pour avoir loupé quelques coches dans ma vie, il y a rien de plus frustrant que de dire je suis arrivé juste après le passage du train et il faut que j'attende une nouvelle année ou il faut que j'attende une nouvelle période de ma vie, etc. Donc ça c'est le projet qui se renouvelle tous les ans et j'espère encore pendant de nombreuses années. C'est la 10e promo qu'on va lancer en septembre. C'est complètement fou. On a plus de 2000 élèves qu'on a formés qui nous ont fait confiance et tout. En vrai c'est une fierté exceptionnelle et dans chaque endroit où il y a un coach à succès, une salle à succès, etc., que je découvre dans le monde, il y a quelqu'un que j'ai formé de près ou de loin. Ça, c'est une fierté de malade. Donc ça, c'est cool. Projet perso ou de business ou de création de contenu, non, pas vraiment. Ou ça me pètera dans 2 mois et je sortirai un truc en 3 semaines. Mais là, je suis en train de bosser sur la reconstruction de mon genou. J'ai une grosse blessure au mois d'octobre. Je me suis pété la jambe dans tous les sens. Et c'est un gros travail de rééducation et de reconstruction et physique et personnelle, émotionnelle, etc. Donc c'est ça le chantier en ce moment. Je suis en train de bâtir mon home gym pour avoir la certitude de pouvoir m'entraîner tous les jours quoi qu'il arrive dans le confort de ma propre maison. Ça, c'est un gros projet. Je sortirai une vidéo YouTube bientôt dessus, mais à part ça, j'ai hâte de pouvoir gambader sur mes 2 jambes pour continuer à faire du contenu qui me fait kiffer, reprendre le parachutisme, reprendre les sports de combat, pouvoir aller à la rencontre et à la découverte de nouveaux champions, mettre en avant des champions. J'aimerais bien aller interviewer des champions qui vont faire les JO, leur apporter de la force, leur apporter un peu de lumière et de notoriété. T'as des gens, des mecs et des nanas qui triment depuis des années pour essayer de décrocher une qualif aux JO dans leur discipline et qui y arriveront peut-être pas ou qui manqueront de sponsors ou de moyens ou de visibilité pour pouvoir réaliser leurs rêves. J'ai envie de faire ça. Donc tout un tas de petits projets connexes qui vont tous plus ou moins dans le même sens, mais rien de complètement majeur en mode guetter le prochain produit passif que je vais balancer parce que ça va faire du bruit, que ça va être trop stylé. C'est pas l'idée pour l'instant. T'es quand même modeste dans la façon dont tu présentes Bayesian parce que c'est quand même une formation qui est exceptionnelle. Moi, je l'ai même suivi, donc je peux témoigner Merci, Félix. Je peux témoigner. Enfin, qualité de ouf en termes de contenu scientifique, de ce que ça permet. C'est un contenu qui est au-delà de ce qui est présenté sur les chaînes YouTube diverses et variées. Et même moi, tu vois, je suis pas coach sportif du tout d'ailleurs, ça, tu vois, ça se voit. Mais ça m'a appris énormément de choses, tu vois, dans ma vie pour faire des choix alimentaires intelligents, etc. Et je trouve tu le présentes de façon vachement modeste par rapport
à quel point c'est, tu vois, derrière, c'est une sacrée forteresse, tu vois. Et voilà, donc. Parce que je suis pas un marketeur de formation non plus, tu vois. Faire ma pub. La formation, machin, on nique tous les concurrents et tout. Tu pourrais, tu vois. Parce que c'est la vérité, tu vois. Alors, la vérité, elle est toujours dans l'œil de celui qui regarde, elle est toujours subjective. Non. Mais tu vois, maintenant que j'ai des élèves qui ont suivi notre formation, qui en ont suivi d'autres et qui nous font des témoignages en nous disant, les gars, j'ai mis beaucoup d'argent dans tout un tas de formations dans le monde, c'est la meilleure formation que j'ai suivie de loin. Ok, tu vois, mon job, il est fait. C'est-à-dire que quand j'entends ça, je me dis, j'ai pas besoin d'influencer qui que ce soit ou de tenir un flingue sur la tempe de quelqu'un pour qu'il dise ça. Il a fait ses expériences, il a comparé, il s'est formé dans tous les sens, partout, il a vu et il sait que dans ce qu'on fait, nous, on est les meilleurs. Ça me suffit, tu vois. Donc, c'est une gigantesque fierté. Mon autre fierté, c'est que des mecs comme toi, tu vois, qui sont pas coachs ou qui ont même pas un intérêt de business de près ou de loin là-dedans, puissent avoir suivi ma formation, puissent l'avoir compris, que ça a été à leur niveau et surtout que ça les ait satisfaits, que ça leur ait appris des milliers de trucs et que ça ait changé leur vie littéralement, ou au moins leur façon de faire leur vie, leur façon de mener leur vie, leurs objectifs personnels, de s'alimenter, de prendre soin de leur sommeil, de prendre soin de leur entraînement, de leur hygiène de vie, etc. Ça, c'est une gigantesque fierté pour moi et ça vaut plus qu'on ait la meilleure formation francophone en sciences de l'entraînement, même si, objectivement, sur certains critères, c'est sans doute vrai, tu vois. Donc, ouais. C'est ma communauté et tu vois le développement personnel, professionnel, intellectuel et humain des gens que je forme qui est la plus grande fierté de tout ça. Mais oui, c'est une super réussite entrepreneuriale, c'est une aventure humaine incroyable. Je m'en vante pas non plus parce que c'est pas qu'à moi, tu vois. Ça a été créé par un mec qui n'est pas moi. Ça a été développé avec mon meilleur ami qui a fait un boulot énorme et maintenant, tu vois, c'est un secret pour personne. Moi, j'ai aussi lâché un peu les rênes. J'ai aussi pris un pas de recul par rapport à ça. Et lui, il bosse aujourd'hui beaucoup plus que moi sur notre formation qu'on a créée à 50-50 au début à part égale. Je suis très content de lui laisser cette marge de manœuvre-là pour qu'il bosse beaucoup plus dessus, qu'il se développe lui humainement et professionnellement dessus. Et que moi, ça me laisse beaucoup de temps et d'énergie et de bande passante et d'espace mental nécessaire pour faire d'autres trucs en plus en même temps, tout en continuant à avoir un pied là-dedans parce que ça me passionne. Donc oui, c'est une super grande fierté. C'est un gros travail d'équipe et c'est pas fini du tout parce que ça ne fait sans doute que commencer. Donc merci de l'avoir mis en avant et merci de l'avoir noté parce que ouais, il y a beaucoup de gens que ça a aidé et qui ont changé leur vie grâce à ça et j'en suis infiniment reconnaissant. Merci Antoine. C'était super intéressant. On mettra tous les liens en description. Et on te dit à la prochaine, du coup. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation. C'était passionnant d'échanger avec vous deux. J'ai beaucoup plus parlé que ce que j'aurais dû, mais c'était très intéressant. C'est le but, hein. Si t'es invité, la place, elle est pour toi, hein. Et en tout cas, si on t'a pas coupé, c'est intéressant et voilà, tu vois. Mais la façon dont vous m'avez posé les questions et le prisme aussi d'analyse que vous avez vis-à-vis de ces thématiques-là me montre à quel point vous avez fait ce chemin-là aussi, vous avez parcouru ces sentiers-là et fait ce cheminement intellectuel et vous avez aussi débroussaillé ces thématiques-là. Donc c'était super de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci infiniment. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma mini-formation de 56 minutes « Comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à des milliers d'exemplaires ». Tu vas notamment découvrir la liste des produits que tu peux vendre de n'importe où sans avoir à te déplacer, comment construire une audience de gens intéressés par tes produits même si tu pars de zéro, mes meilleures techniques de capture d'email dont l'email péage qui m'a rapporté plus de 20 000 inscrits, la recette d'un produit best-seller et comment savoir si c'est le bon moment pour le lancer, ma méthode de lancement OPL qui m'a rapporté jusqu'à 80 000 € pour un produit créé en une semaine, et puis comment optimiser la machine et générer des revenus récurrents à vie. La formation va aussi t'aider à te mettre sur les rails, à trouver tes premiers clients. Tu l'auras terminé avant ce soir et tu pourras commencer à l'appliquer dès les prochains jours. Pour la télécharger, clique sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve dans la prochaine.